Bonjour à tous. La situation sanitaire ne cesse de s'aggraver au Cameroun. Déjà 113 cas de Covid-19 enregistrés dans le pays. Selon le ministre de la Santé publique, 13 nouveaux cas positifs ont été recensés à Douala. La région du sud-ouest enregistre son premier cas testé positif dans la ville de Limbé. Les cas de Boya sont négatifs et le docteur Manaouda Malaché précise que la majorité des cas positifs sont des personnes venant des pays à risque et qui se cachent dans les familles. Un acte irresponsable selon le ministre, alors qu'il appelle les populations à dénoncer systématiquement ces voyageurs. Un troisième décès vient rallonger la liste noire des victimes du Covid-19 au Cameroun. Il s'agit d'un homme d'affaires âgé de 80 ans, décédé à Douala des suites du Covid-19. La sous-région Afrique centrale n'est pas épargnée. Le premier président de la Cour des comptes communautaire est également décédé des suites du Covid-19. L'évolution vertigineuse de l'épidémie de Covid-19 au Cameroun met à nu des insuffisances et les failles dans la stratégie de riposte contre le coronavirus. Le Premier ministre dénonce l'incivisme des populations et menace de sanctionner les contrevenants aux mesures de précaution édictées par le gouvernement. Et l'on constate que l'Ordre des médecins, quant à lui, déplore l'absence d'une réelle synergie gouvernementale pour mettre en application un plan robuste pour contenir la pandémie de Covid-19. Dans un contexte d'état d'urgence sanitaire, le président national du MRC critique le silence du chef de l'État au moment où ses pairs ont pris personnellement la situation en main et ont annoncé des mesures financières conséquentes pour faire face à une crise sanitaire dans leurs pays respectifs. Maurice Kamto constate que Paul Biya affiche une indifférence déconcertante, prenant à témoin les Camerounais et la communauté internationale. Le leader du MRC exige que le président camerounais assume ses fonctions en s'adressant aux Camerounais pour annoncer une véritable stratégie de riposte et des mesures d'accompagnement pour assurer le confinement des Camerounais et protéger les populations les plus pauvres. Maurice Kamto est allé jusqu'à donner un ultimatum de 7 jours pour le chef de l'État afin qu'il s'exprime, faute de quoi les Camerounais devraient se prendre en charge eux-mêmes. Cette missive du président du MRC a provoqué une levée de boucliers dans les rangs du RDPC. Le secrétaire national à la communication pense que les allégations de Maurice Kamto relèvent de la fantasmagorie. En réponse aux critiques sur le silence et l'indifférence du chef de l'État, Jacques Famdongo déclare que le président Paul Biya n'est pas un autocrate qui se complaît dans la gesticulation oratoire. Il ne parle pas à tort et à travers, concentrant tous les attributs du pouvoir. Pour le secrétaire national à la communication du RDPC, le chef de l'État du Cameroun est un adepte de la division du travail, car il sait décider, orienter, impulser, conduire, mais aussi déléguer quand il le faut. Et concernant la riposte contre le Covid-19, Jacques Famdongo, secrétaire national à la communication du RDPC, affirme que le chef de l'État a pris le taureau par les cornes en donnant des instructions précises au chef du gouvernement pour une gestion efficace de cette pandémie. Avec un bilan officiel de 113 cas positifs de Covid-19 et 3 morts et de nombreux cas suspects dans la nature, quelle est l'évaluation de cette stratégie de riposte contre le Covid-19 ? Les ressources financières et moyens techniques déployés jusqu'ici peuvent-ils permettre d'enrayer la pandémie ? Faut-il aller vers un confinement total ou procéder à des tests à grande échelle ? Au-delà des préoccupations d'ordre sanitaire, le comité de politique monétaire de la BEAC vient de se pencher sur les inquiétudes du secteur bancaire. Presque toutes les doléances formulées par Alphonse Nafak, président de l'association professionnelle d'établissements de crédit, par ailleurs administrateur directeur général de Afran First Bank. Ces préoccupations ont été prises en compte, notamment assurer l'approvisionnement des banques en quantité et en qualité suffisante, des signes monétaires, porter les injections de liquidités de 240 milliards à 500 milliards de francs CFA, et la BEAC compte se rendre disponible pour relever ce montant.
Ce sont là les préoccupations posées par les banques. Pour autant, ces questions d'actualité restent brûlantes au moment où le pays enregistre près de 113 cas positifs de Covid-19, 3 personnes décédées de suite de cette pandémie, 2 cas qui ont retrouvé la santé. Ce sont les 2 premiers cas. Et le gouvernement qui s'inquiète des dysfonctionnements observés dans la stratégie de riposte contre cette pandémie. L'Ordre des médecins également qui déplore une absence d'une réelle synergie gouvernementale. Ces problématiques constituent l'axe majeur de l'émission Droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des hommes politiques de premier plan et des experts de haut vol. Et pour cette édition de Droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Roland Diohou. Bonjour. Bonjour Monsieur Noufélé, bonjour à tout le panel et bonjour aux téléspectateurs d'Equinox. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et représentant du MRC et ses alliés sur ce plateau. Et juste en face de vous, c'est Marcel Simou. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour aux copanélistes, bonjour aux milliers de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et vivement que ce soit une autre sensibilisation qui se fait aujourd'hui afin que le coronavirus, n'est-ce pas, se décline du Cameroun. Vous êtes, je précise, sociologue et communicante du RDPC, représentant le parti au pouvoir sur ce plateau. Et nous parlions du contexte économique et l'impact de cette pandémie du coronavirus sur l'économie du Cameroun et la sous-région Afrique centrale. Et pour en parler sur ce plateau, Martin Ambazine. Martin, bonjour. Oui, bonjour Cédric, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je profite de cette occasion pour faire un petit coucou à ma fille Omba Marilia et à mon fils Omba Yann Morgan et Jeanne. Je dis bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. J'espère pouvoir apporter le meilleur de moi tout au long de cette émission. Merci. Et le quatrième invité sur le plateau Droit de réponse, il est consultant sur ce plateau, éditorialiste à la Nouvelle Expression, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, je salue tous les copanélistes ici présents. Je salue particulièrement les Camerounais et les Camerounaises de la diaspora, parmi lesquels les médecins et les chercheurs qui acceptent volontiers de partager leurs connaissances, de contribuer à la meilleure connaissance du Covid-19 et de partager ainsi leurs expériences pour que nous puissions lutter efficacement contre le coronavirus au Cameroun. Et nous avons un de ces spécialistes de santé publique qui est avec nous en direct de Yaoundé, le professeur Eugène Sobgui, vice-président du Conseil scientifique des urgences sanitaires de santé publique. C'est une instance consultative placée sous l'autorité du ministre de la Santé publique qui vient d'être créée, professeur titulaire en endocrinologie à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1. Et il est également l'un des responsables à l'hôpital central de Yaoundé. C'est lui qui avait pris en charge les 2 premiers cas qui ont retrouvé la santé. Professeur Eugène Sobgui, bonjour. Je le disais, vous êtes en direct de Yaoundé sur Skype. Est-ce que nous l'aurons au cours de cette émission? D'abord, les réactions sur ce bilan qui ne cesse de s'alourdir. Roland Diohou, 113 cas de Covid-19, avec déjà 3 morts, 2 cas qui ont retrouvé la santé, qui étaient les 2 premiers cas enregistrés jusqu'ici. Comment analysez-vous l'évolution de cette pandémie au Cameroun? Alors, merci de me donner cette opportunité. Je commence par m'associer à toute la communauté nationale pour appeler scrupuleux toute la communauté des mesures d'hygiène qui ont été édictées, qui ont été prescrites, parce qu'au final, il nous semble que ce sont les seules mesures pour l'instant qui peuvent vraiment nous épargner de cette maladie. Mais cela étant dit, je m'inquiète quand même de cette évolution qui me semble ne pas être une évolution linéaire. Elle est un peu progressive au fil des jours et des jours qui sont plutôt réduits. Nous sommes passés
de 1 cas le 5 mars à 113 cas à ce jour, il me semble que c'est une évolution quand même assez étonnante pour en dire le moins. Il semble aussi malheureusement qu'il y a comme un déficit de tests effectifs parce que nous avons là des cas de personnes, selon la position gouvernementale, testées positives. Donc, combien sont ceux qui n'ont pas été testés à ce jour et qui pourraient être porteurs de cette maladie, puisque au dire des spécialistes, il y a des personnes qui peuvent la transmettre même si elles sont asymptomatiques. Et quand je m'en tiens à la communication de Monsieur le ministre de la Santé, donc je dois saluer le volontarisme, malgré le fait, effectivement, qu'on peut tous constater qu'il est peut-être un peu seul au front dans cette maladie. Je dois quand même faire observer qu'il y a eu de l'irresponsabilité quand même dans ce traitement. Et cela peut expliquer l'évolution fulgurante des chiffres de la maladie. Parce qu'il a indiqué dans un récent tweet sur Twitter que la plupart des cas sont ceux des personnes qui sont venues des pays à risque. Et il appelait à la responsabilité des familles. Je suis tout à fait d'accord avec cette approche. Mais il aurait également fallu en appeler à la responsabilité, je crois, des pouvoirs publics qui ont laissé ces personnes, justement, traverser toutes nos frontières et s'immiscer dans la population sans aucune surveillance, alors même qu'on avait déjà découvert des cas dans notre pays. Il est donc important que ce sens de la responsabilité-là puisse s'observer au premier chef par ceux qui nous gouvernent et par ceux qui sont en charge de notre destinée collective. Parce que dans une situation, et vous l'avez dit vous-même, de crise sanitaire, on ne pourrait pas objectivement se contenter de donner des conseils à la population. Il faut, de notre point de vue, et cela est désormais urgent, prendre des mesures sérieuses, prendre des mesures vigoureuses afin que les vies de nos concitoyens soient préservées. Pour faire le point sur la situation sanitaire, je vous le disais, nous avons en ligne de Yaoundé sur Skype le professeur Eugène Sobgui, qui est vice-président du Conseil scientifique des urgences sanitaires de santé publique, une instance consultative qui vient d'être créée, placée sous l'autorité du ministre de la Santé publique, professeur titulaire en endocrinologie, agrégé des médecines des facultés médicales, faculté de médecine en France. Professeur Eugène Sobgui, bonjour. Et merci de votre invitation à Droit de réponse. Le ministre de la Santé publique précise que le Cameroun enregistre déjà 113 cas positifs de Covid-19. Il précise que la majorité des cas positifs sont des personnes qui viennent des pays à risque et qui se cachent au sein de leur famille. Il appelle ces familles à faire preuve de responsabilité et à les dénoncer afin qu'ils puissent se faire dépister. Comment analysez-vous l'évolution de cette pandémie de Covid-19 au Cameroun et cette interpellation du ministre de la Santé publique? Alors, je voudrais commencer cette émission sur un air grave. Sur un air grave parce que nous sommes face à une crise sanitaire. C'est vrai, le monde a connu des précédents, mais nous en sommes à 90 jours exactement de cette pandémie qui a commencé en Chine. On a vu progresser dans le monde et aujourd'hui, nous sommes à plus de 600 000 personnes touchées et près de 30 000 décès. Au Cameroun, on annonce des décès et ils sont en croissance. De la même façon qu'on annonce le nombre de personnes testées positives. Et malheureusement, cela survient dans un système de santé qui est, il faut le reconnaître, moins bien structuré, moins bien paré que celui des pays où nous observons aujourd'hui parfois près d'1 millier de morts par jour. Il faut le dire, lorsqu'on parle de 1000 décès, c'est l'équivalent d'un crash de 4 Boeing 777 en un jour. C'est-à-dire que si on vous annonçait aujourd'hui à votre journal qu'il y a 4
4 Boeing 777 qui ont fait crash, cela ferait toute l'actualité de toute la journée de tous les médias. Et pourtant, nous avons le sentiment que dans notre population, dans notre environnement, la prise de conscience est encore insuffisante. C'est pour cela que je voudrais vraiment commencer sur cette aire grave, parce qu'en plus, en première ligne de cette bataille, il y a une armée de soignants qui, eux, sont au contact chaque jour de cas potentiellement contagieux pour eux-mêmes, mais de cas graves aussi, face auxquels leur difficulté à répondre aux attentes sont un facteur de stress. Donc, comment est-ce que nous analysons la progression? C'était ça le sens, c'était ça la question. Eh bien, nous analysons la progression en disant que, compte tenu du décalage de 4 semaines à peu près, ou en fait du petit décalage qu'il y a eu entre le début de l'épidémie en Europe et ici chez nous, on pourrait penser que la progression est moins rapide qu'en Europe. Mais il faut faire très attention. Nous sommes en train d'observer désormais pas seulement des cas importés, mais quelques cas de transmission locale, ce qui veut dire que l'on entre peut-être dans une phase particulièrement difficile. Donc, la question n'est pas 1, 2, 3, 4, 10 ou 20 ou 113. La question est celle des tendances, et les tendances, pour le moment, ne sont pas rassurantes. Merci, professeur Eugène Sobgui, pour ces précisions. Marcel Simon, lorsque vous suivez ces indications que je viens de donner, cet expert de santé publique sur la crise sanitaire grave à laquelle est confronté le Cameroun, comment vous réagissez? C'est important de souligner un élément nécessaire pour ma part. C'est vrai, l'évolution est totalement pathétique, moi je vais dire ça comme ça. L'évolution est totalement négative, je vais dire ça comme ça. Mais il est important qu'aujourd'hui on appelle à plus de sensibilisation, à plus de conscientisation. C'est vrai, le gouvernement a sa part de responsabilité, là nous le savons tous. Le gouvernement est l'élément essentiel qui est chargé d'assurer la sécurité, la santé des populations, ça nous le savons tous. Mais là maintenant on est face à une situation qui demande un minimum de conscience à la population que nous sommes, qui demande un minimum de respect de certaines règles aux populations que nous sommes, qui demandent un minimum de civisme, de responsabilité aux citoyens que nous sommes. On l'a observé avec l'information du professeur et même celle du ministre de la Santé, que les cas les plus exposés sont des cas importés. Mais on commence, comme il l'a dit, avec des cas locaux. Ça veut simplement dire que ces cas locaux ont, à un moment ou un autre, été en contact avec des personnes malades, sans avoir pris un minimum de sécurité. Donc, il est important simplement, pour l'instant, qu'on respecte scrupuleusement ces mesures, qu'on essaye d'être honnête avec nous-mêmes et qu'on se dise on est en face d'une crise sanitaire, on est en face d'un ennemi invisible et que vivement les Camerounais se mettent ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, éradiquer ce mal-là. Mais il y a une question qui demeure, c'est celle des moyens mis en place par le gouvernement pour davantage conscientiser et sensibiliser les Camerounais sur les dangers auxquels ils sont exposés. On parlait d'intensifier les campagnes de sensibilisation. Mais la perception qui se dégage au regard de cette multiplication des cas de transmission du Covid-19, c'est que ces campagnes de sensibilisation peinent à arriver à la cible concernée. Je ne peux pas dire que la campagne peine, non, mais je dis la perception par les autres n'est pas encore totale. Parce qu'on va voir au niveau, prenons la ville de Douala par exemple, dans laquelle nous nous trouvons, le super maire, je crois, récemment, et avec des hommes de médias, a essayé, n'est-ce pas, de divulguer un ensemble de mesures pour la protection de la ville, de ses citoyens dans la ville de Douala. Les maires également, allons à Douala,
la deuxième, oui déjà, avec Denis Fampo, qui a fait un travail de terrain. Je crois vendredi, le marché totalement était fermé et un ensemble de mesures devraient être prises en compte pour pouvoir circuler sur cette zone-là. Ce n'est pas des actions à négliger. On va également à Douala 5e avec le maire Richard Fongwa, qui, dans des espaces marchands, a pris la peine de déposer des bols où on pouvait facilement avoir de l'eau potable pour pouvoir se laver régulièrement les mains, qui a pris la peine de distribuer, n'est-ce pas, des cachets aux populations. Je crois que la sensibilisation, elle est importante. Tout le monde est impliqué. Les médias également sont impliqués. On va aller dans des chaînes de télévision maintenant. Je crois que 30 minutes ne se passent sans qu'on ne parle du coronavirus. Voilà des éléments de sensibilisation. Même des banderoles sont affichées. Mais moi, je dis, le problème maintenant qui est important, c'est ramener les Camerounais à l'ordre. On a l'impression qu'ils ne mesurent pas l'ampleur de la situation, qu'ils ne mesurent pas l'ampleur du danger. Et à chaque fois, on veut commencer à tirer sur X, à tirer sur Y. Vraiment de grâce, moi je pense, c'est pas le moment. Il faut que simplement que des gens se mettent à l'esprit que la situation est critique et que simplement on respecte les mesures. Après vous, Marcel Simon, Martin Mbazing, vous résidez à Douala. Est-ce que vous observez la stratégie de riposte être mise en application? Est-ce qu'elle permet de conscientiser davantage les Camerounais sur le danger auquel ils sont exposés? Est-ce que les mesures prises jusqu'ici vous rassurent quant à un plan de riposte permettant d'enrayer la pandémie et de la contenir? Bon, merci Cédric. Je pense quand même que ce qu'il faut déjà dire au départ, c'est de clarifier la situation aux yeux des Camerounais pour qu'ils sachent exactement qui a fait quoi et qui fait quoi. Il faut toujours partir au départ de cette pandémie où il y a eu un dilemme fort. Le dilemme fort, c'était: est-ce qu'on choisit de protéger les vies des hommes? Est-ce qu'on choisit de protéger les économies? Alors, c'est trop facile de parler du gouvernement camerounais, c'est trop facile de parler des Africains, mais n'oubliez pas la genèse de cette histoire. Nous partons d'une histoire où ceux qui ont le pouvoir de l'argent, ont décidé de faire un choix clair sur la protection des économies contre celle des vies humaines. Ne faisons pas comme si cette affaire arrive au Cameroun aujourd'hui et que le Cameroun ne peut pas faire ce que les États-Unis ne sont pas arrivés à faire. Vous êtes d'accord avec moi que la tendance qui prévalait, il y a de ça 3 mois, c'était que c'était une petite chose, c'était un petit quelque chose, tout ça, et qu'on pouvait d'abord commencer par protéger la production. Hein? Premièrement. Deuxièmement, n'oubliez jamais que, au plan politique, parce qu'il faut quand même faire de l'analyse, nous sommes face à 2 systèmes. Le système démocratique, où la liberté est la règle, le système dictatorial, où c'est la discipline, où c'est la dictature, hein, ton terme de dire, et il faut quand même se le dire. On ne peut pas venir sur un plateau comme celui-ci avec tout ce qui se passe aujourd'hui et éluder cela. Les pays où les gens n'ont pas la liberté tous les jours, où on ne va pas d'abord passer par le Parlement, où on va dire que c'est... Mais ça n'a pas marché là-bas. Mais là où les gens, on dit aux gens, allez-y, comme les militaires, ça a marché. Donc je pense qu'avant de parler de tout ce que le Cameroun a fait, il était important pour moi de dire qu'il y a eu un échec total des démocraties. Il faut le dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Contre les autres qui sont des pays dictatoriaux où les choses vont moins mal. Il faut aussi dire aujourd'hui que personne n'a choisi Corona. Personne n'a choisi Corona. Et qu'il ne faut pas faire croire aux uns aux autres que c'est en faisant tout ce qu'on fait aujourd'hui que ça va éradiquer Corona. Corona, nous payons le prix de l'euphorie capitalistique, de l'euphorie où l'être humain pense être au-dessus de tout. Et là, maintenant, nous sommes coincés. Nous sommes coincés. Tout le monde est coincé. Donc, moi, je ne dirais pas aujourd'hui que le Cameroun est en retard. Le Cameroun n'est pas en retard. Le Cameroun fait à la mesure de ses moyens. Vu l'ampleur de la pandémie, donc le Cameroun n'est pas en retard. La seule chose que je constate, c'est que les Camerounais ne prennent pas encore ça au sérieux. Pourquoi? Parce que, et puis c'est un peu vrai, parce que ceux qui, initialement, ont cette maladie, c'est ceux qui ont déjà voyagé. Je pense que
la mesure la plus efficace qu'on aurait pu faire au Cameroun, c'est-à-dire que tous ceux qui ont voyagé à l'intermédiaire de ces 3 mois, ils doivent être dépistés de façon automatique. On les connaît, on va dans les aéroports. Qui a bougé, on prend les passeports. On vous convoque. Arrêtez-nous les histoires que est-ce qu'on a mis les matelas. Ce n'est pas ça. Le problème, c'était qu'il fallait qu'on confine. Confiner, c'est de dire que ceux qui sont censés porter ce virus doivent être convoqués et puis on les met en quarantaine. Mais Cédric, même si on met tout le monde en quarantaine, ça va changer quoi? Puisque les gens qui sont entrés continuent. Je vous dis aujourd'hui que si jamais vous montez dans un taxi, vous avez rencontré le taximan, vous-même, au bureau, 3 personnes, de façon exponentielle. Quand on va au-delà de 14 jours, c'est un calcul un peu élémentaire que vous pouvez faire, vous aurez touché plus de 100 personnes. Multipliez ça par 2, par 3. Chaque jour, pendant les 14 jours, vous avez touché au moins 1400 personnes. Vous ne savez pas si ces 1400 personnes sont infectées. Donc, je pense qu'au lieu de considérer et de continuer à penser que c'est toujours le matériel qui compte, est-ce que nous avons assez pensé? Penser, parce que quand il pensait, pour dire que aujourd'hui c'est Corona. Nous allons parler des dégâts économiques qui sont catastrophiques. Est-ce que nous sommes déjà prêts pour dire que tous ceux qui ont voyagé depuis 3 mois, qu'est-ce qui empêche qu'il aille dans les centres de santé? Moi, j'entends le ministre, il est bien, il fait bien son job, mais qu'est-ce qui empêche au ministre de dire que tous ceux qui ont voyagé depuis que cette maladie, cette pandémie est arrivée, plus aller se faire dépister, plus vous les laissez dehors, plus les gens contaminent. Voilà pourquoi nous ne serons pas surpris que dans 2 semaines, dimanche prochain, on soit à 200. Alors justement, votre inquiétude, Martin Mbazine, remet en cause la stratégie de riposte contre le Covid-19, alors que le ministre de la Santé appelait à un confinement volontaire des personnes venant des pays à risque. Il aurait souhaité que ce soit une obligation, une contrainte qui est arrivée un peu tard au regard du nombre de cas qu'on ne cesse d'enregistrer. Comment expliquer cette hésitation dans la prise de décision concernant la stratégie de riposte contre la pandémie? Edmond Kamgia. Nous observons effectivement qu'il y a une sorte de balbutiement, d'hésitation, de réticence même dans la stratégie de riposte du Cameroun face au coronavirus. Nous n'avons pas suffisamment tiré les leçons de ce qui s'est passé en Chine, de ce qui est en train de se passer en Italie et de ce que vit l'Espagne et la France. Nous donnons l'impression d'aller progressivement en espérant que le nombre de cas va baisser, va chuter, alors que tout laisse croire, au regard des tendances, que les chiffres ne vont que augmenter, se multiplier par 2, par 3 et davantage, tant que des mesures fortes ne seront pas mises en place. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous avons eu un débat sur le plateau dimanche dernier. Il y avait un professeur d'université qui insistait sur la nécessité pour le Cameroun de commander des tests entre 500 000 et 1 million. Il faudrait que les Camerounais soient testés et que le test soit à la disposition des Camerounais, du Camerounais lambda. Qu'on puisse tester même tous les Camerounais. Mais tant que ce test n'est pas disponible, il n'est pas possible de savoir exactement l'étendue de la gravité. Et nous sommes dans une situation où, tenant compte de ce qui vient d'être dit, justement, ceux qui ont voyagé, ceux qui sont arrivés au Cameroun entre le 5 mars et ce jour, ou alors entre le 17 mars et ce jour. Le ministre parle de volonté, c'est-à-dire qu'il demande de gens de venir volontairement. Non, ça ne doit pas être... ce n'est pas une faveur. Il s'agit de la santé ou de la mort. On doit obliger tous ceux-là qui sont arrivés au Cameroun, Camerounais ou non Camerounais, à se rendre à un endroit précis pour subir le test. Ils sont connus à travers les agences de voyage qui les ont fait venir ici, à travers les avions qu'ils ont fait venir ici, Air France, Air Bruxelles. Le manifeste est connu. On connaît les noms. On peut les convoquer à la radio, à la télévision. Ça peut passer dans des éditions entières des quotidiens. On publie les noms. C'est ce qu'il faut faire. Il faut publier les noms. S'ils ne viennent pas, monsieur le ministre de la Santé. Sinon,
votre riposte, votre stratégie est vaine. Publiez les noms de tous ceux qui sont entrés au Cameroun. N'ayez peur de personne. Même s'il y a des proches de ministres, de hautes personnalités, publiez-les. Et si on vous empêche de le faire, remettez votre tablier, monsieur le ministre de la Santé. Nous voyons ce que vous faites. Nous voyons votre bonne intention de bien travailler. Mais on ne peut pas continuer ainsi dans ce pays. Parce que la situation va s'accélérer de manière négative. Il y a quelques jours, vous l'avez dit au début de votre propos, Céline Noufele, il y a un homme d'affaires, un milliardaire qui est décédé dans des conditions sur lesquelles on ne reviendra pas à cause du Covid-19. Il a été immédiatement enterré à Douala il y a quelques heures. Il n'est pas seul. Il y a un commissaire divisionnaire de police et son épouse qui sont décédés dans les mêmes conditions. Et ils sont nombreux. Et cette maladie ne choisit pas. Vous voyez les hautes personnalités. Elle ne choisit pas. Et si ce sont les hautes personnalités qui empêchent le ministre de la Santé de travailler, imaginez pour le Camerounais, pour le menu fretin, ceux qui... La circulation des personnes et des biens dans la ville de Douala est comme d'habitude. Faites un tour à Ndokoti, faites un tour au marché Congo, faites un tour dans d'autres points, vous verrez que ça n'a pas vraiment beaucoup changé. On va appeler, on le fait, à la conscience collective. Tout le monde ici le fera. Mais dans une société, il y a des actes qui relèvent de la puissance publique pour justement que pour permettre à cette population justement de comprendre la gravité. Quand il y a une guerre, on ne donne pas des conseils, on déclare la guerre. Et c'est à l'autorité la plus élevée de déclarer la guerre. Et concernant justement la situation dans les espaces marchands, Marcel Simot, il y a une spéculation des prix des denrées alimentaires, il y a une difficulté pour ces familles où certaines ont décidé de respecter les conseils du ministre de la Santé publique qui peinent à pouvoir nourrir les membres de leur famille à cause de cette spéculation des prix. On voit le ministre du Commerce qui essaye tant bien que mal de lutter contre une spéculation des prix des denrées alimentaires dans les marchés et des marchés qui restent toujours bondés. Aucun aménagement n'a été fait pour les mesures de distanciation sociale. Qu'est-ce qui explique cette situation? Pourquoi il n'y a pas une mobilisation réelle dans d'autres secteurs d'activité, comme le souhaite l'Ordre des médecins et le professeur Eugène Sobgui sur ce plateau? Permettez, Cédric, avant de répondre à votre question, je vais essayer de revenir sur un ensemble d'éléments. Nous avons eu la chance de suivre les propos d'un expert sur la question et qui a édifié pratiquement tout le monde. Mais j'aurais aimé, quand le maître parlait, qu'il insiste sur un élément, que lui aussi il a insisté là-dessus, c'est-à-dire l'implication, la responsabilisation de tous. Nous sommes dans une situation où, pour ma part, j'estime qu'il n'est plus très important de tirer sur X ou sur Y. Ça ne va servir à rien, ça ne va nous accompagner nulle part, mais je crois qu'il est important maintenant de faire comprendre à chacun qu'il a quelque chose à faire pour pouvoir, à sa manière, réduire, n'est-ce pas, la propagation du virus. On a, en respectant simplement ces règles basiques, là, moi je veux les appeler comme ça, ces règles basiques, parce que lorsqu'on veut commencer, si on veut faire une analyse en observant comment est-ce qu'on part des cas importés pour des cas locaux, on va simplement se rendre compte que c'est parce qu'il y a eu contact, le respect de la distanciation sociale n'a pas été respecté. Peut-être d'autres règles encore, dont il est important qu'on se rende compte que maintenant on est en phase d'une crise qui voudrait qu'on adopte tous un comportement responsable. Je dis bien tous. Parce que c'est de la vie qu'il est question. Et c'est de la mort de chaque individu. Quand on dit on ne respecte pas les mesures, mais c'est moi qui vais mourir. Mais dans d'autres pays, c'est moi qui vais mourir. Marcel Simot, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils ont décrété l'état d'urgence pour amener les populations à respecter ces mesures. Vous l'avez vu en France et en Suisse, les pays occidentaux où l'on estime que les gens sont encore plus éduqués, on a dû sortir, mobiliser l'armée dans les rues de la France et en Suisse afin de contraindre les populations à rester dans le mode confinement. Au Cameroun, dans les espaces marchands, il y a du monde et très peu sont conscients des risques auxquels ils sont exposés. Les récents cas des personnes décédées sont essentiellement des personnes dont les membres de leur famille arrivés au Cameroun récemment n'ont pas respecté les mesures de confinement volontaire.
Alors, que fait le gouvernement qui a la puissance publique, qui a les moyens de pouvoir faire respecter ces mesures-là? Ce qui est sûr, les actions sont en train d'être menées. J'ai parlé tout à l'heure de l'action de Madame le maire de Denise Fampou à Douala 2e, au marché, pour ceux qui ont eu le temps de faire un tour par là, qui essayait, n'est-ce pas, de sensibiliser à sa manière les populations sur les risques qu'on encourait en se comportant de la sorte. Je crois que le gouverneur également du littoral s'est également planté sur la question. Il a d'ailleurs appelé les uns et les autres à un minimum de civisme, je vais redire ça comme ça. Il a appelé des citoyens de la ville de Douala à un minimum de responsabilité en invoquant, n'est-ce pas, par exemple, comment je vais appeler ça, le retour ou alors l'arrêt, voilà, l'arrêt systématique des églises, des mouvements religieux, de toute action qui pourrait, n'est-ce pas, engranger la multiplication des foules. Donc je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans l'action, mais je dis, et je vais insister toujours là-dessus, c'est qu'à un moment, il est temps que les Camerounais comprennent que l'action même, le respect de ces règles est pour soi. C'est pas forcément pour le gouvernement, c'est pour protéger sa vie, c'est pour protéger celle de sa famille, c'est pour protéger celle de son environnement, de son entourage. Donc il est important que tout le monde se mette dans l'action pour pouvoir éradiquer le phénomène. Après vous, Marcel Simot, Martin Ombazing, on regarde l'expérience vécue dans d'autres pays, notamment des pays africains, qui sont allés bien plus loin que le Cameroun. Il y a la Côte d'Ivoire qui a moins de cas que le Cameroun, qui a décrété l'état d'urgence. Le Sénégal, on a vu le président Macky Sall, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara s'exprimer au moins 3 fois depuis la survenance d'un premier cas dans leurs pays respectifs pour appeler les populations à prendre conscience du danger de cette pandémie de Covid-19. Le Niger, où il y a des mesures visant à la gratuité de l'énergie, l'eau et l'électricité pour faciliter, en termes de mesures d'accompagnement, le confinement des populations. Quelle est l'analyse comparative que vous faites de ces mesures prises dans ces pays africains voisins et celles qui sont en vigueur au Cameroun? À la réalité, on observe quand même qu'il y a une grosse distorsion entre les mesures prises par le Cameroun et celles prises par les pays voisins. Voyez-vous, je vous dis tout à l'heure qu'il me semble que nous n'avions pas pris au départ les mesures qu'il fallait. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous souffrons aujourd'hui. C'est pour ça que nous passons aujourd'hui des 1 à 113. Comme disait l'avocat tout à l'heure, il était quand même beaucoup plus facile pour nous d'éradiquer ces phénomènes si on avait pris les mesures de confinement de tous ceux qui voyagent. Et alors ça aurait fait que l'action qu'on mène aujourd'hui soit plus efficace. Bon, il est clair que lorsque vous voyez la tendance générale, toutes les mesures qui sont prises sont exceptionnelles. C'est-à-dire que vous voyez très bien, quand on va arriver au plan économique, vous allez voir que depuis les années 30, les États-Unis, par exemple, n'ont jamais pris autant de mesures au plan économique. C'est vous dire que la situation est très grave. Pourquoi chez nous, on a tendance à minimiser cette maladie? C'est parce qu'on n'a pas encore vu devant nous 5, 10, 15 corps touchés, alignés. Je vous dis ça, monsieur Nfoulé. Et puis, il y a eu donc ce mouvement, c'est quelque chose qui est parti. Comme quoi, c'est pas très grave. Ça. Pour le moment, le Camerounais pense encore que ce n'est pas. Donc, les mesures qui tardent aussi à arriver, drastiques qui tardent à arriver, font que ça va dans la même tendance. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en fait, nous sommes épargnés. Peut-être que la Sainte Vierge prie beaucoup pour nous, pour le Cameroun, pour tout le Cameroun, mais je veux dire que les mesures doivent être à la hauteur du mal et de la menace. Et aujourd'hui, pourquoi on empêche les enfants pourquoi est-ce que les enfants ne vont pas à l'école? Vous êtes d'accord avec moi que les enfants sont les moins exposés? Mais les enfants sont les moins exposés. Hein. Simplement, ces enfants, si jamais on les laissait dehors, c'est les plus... les vecteurs qui vont... Voilà. Avec un élément exponentiel très important. Oui. Donc, pour nous, laisser les enfants à la maison, c'est de ne pas laisser les enfants à la maison pour les laisser sortir. Comme ça se fait, vous savez que c'est comme ça se fait. Les enfants, au lieu de rester à la maison,
ils sont sur la cour, et sur la cour, ils se confondent. Donc vraiment, il y a un certain laisser-aller qui fait que les mesures ne sont pas les mesures. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'échec de la démocratie dans cette histoire de Corona. La liberté, parfois, a ses limites. Il y a des moments où la liberté n'a plus de prix. C'est-à-dire quand on n'est plus de prix, on ne doit pas s'empêcher d'interdire. Parce qu'en fait, c'est ce semblant de laxisme-là qui continue. Je vous dis que les enfants qui ne vont pas à l'école jouent sur la cour. Alors que les enfants sont les porteurs les plus potentiels. Donc, à la limite, l'État du Cameroun devrait, maintenant que c'est souple, parce qu'il y a une certaine souplesse dans les mesures, il faut maintenant qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Par exemple, pour l'eau, par exemple, pour la nourriture, ainsi de suite. Mais pour le moment, ça tarde à venir. On espère que ça viendra. Mais le temps est en train de courir contre nous. Avant que vous me laissiez, Maître Roland Diouf, Edmond Kambia, la question des failles dans la stratégie de riposte se pose en ce moment, où d'autres pays sont allés plus loin dans l'application des mesures exceptionnelles pour éviter de subir des effets dévastateurs trop importants concernant l'impact du Covid-19. Quand vous faites une revue de la mobilisation des pays de la sous-région Afrique centrale, des pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest, comment appréciez-vous la position du Cameroun vis-à-vis de ces pays africains? Quand nous observons ce qui se passe dans d'autres pays africains et que nous les comparons avec ce qui se passe chez nous, nous avons le sentiment que nous n'avons pas pris la menace au sérieux. Et c'est d'autant, ce sentiment est d'autant fort que nous voyons comment dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, où il n'y a pas eu autant de cas comme chez nous ou de décès, très vite ils ont compris la nécessité de prendre des mesures fortes. Ils ont l'un ou l'autre des critères d'état d'urgence au Sénégal comme en Côte d'Ivoire. Il y a le Rwanda. Et ça, il faut le dire. Sur le plan de la symbolique, comme sur le plan des effets, l'implication directe des chefs d'État dans la lutte contre le coronavirus est importante. Et l'exemple du président rwandais qui a lavé les mains, qui a posté partout, à tous les carrefours, on peut se laver les mains avec du savon, et qui a montré, et qui a dit, je demande à mes homologues africains de faire pareil. Et d'autres chefs d'État ont fait exactement comme lui. Et c'est pour cela que je disais que le Rwanda, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, et comme beaucoup d'autres pays en Afrique de l'Ouest, comme en Afrique de l'Est, ont très tôt pris la mesure des choses, et ont pris des mesures qu'il fallait probablement pour éviter la propagation du virus. Chez nous, ce n'est pas la même chose. Voyez-vous, nous avons un Parlement qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore mis en débat la question du Covid-19. On dira qu'ils viennent de prendre leurs attributs au terme d'une élection. Mais il n'est jamais trop tard pour se réunir et prendre dans des contextes difficiles et en guerre, parce que nous sommes en guerre. Ce sont des instructions qui ont été utilisées par le professeur James Gui, mais avant lui, d'autres dirigeants dans le monde, des experts, des scientifiques, sur la question du coronavirus, ont dit qu'il s'agit d'une véritable guerre. Je pense au directeur général de l'OMS pour l'Afrique, comme dans le monde. Ils ont parlé de guerre. C'est une guerre que nous sommes en train de mener. Nous ne pouvons pas mener une guerre si nous ne prenons pas des mesures sur le plan institutionnel, comme l'état d'urgence, comme un couvre-feu. C'est le cas au Kenya. Et qui impose un certain nombre de mesures. Regardez les 13 mesures gouvernementales qui ont été prises. Les effets, on ne peut pas les évaluer ni les mesurer parce qu'elles ne sont pas accompagnées de sanctions. Or, si on passait par un état d'urgence, par une loi portant état d'urgence, avec des effets sur le terrain, et un décret qui suivait. Un décret, même pas une loi. Un décret. Parce qu'au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, ça a été décrété. L'état d'urgence a été décrété. Je dis, mais en France, il y a une loi portant état d'urgence sanitaire. En France, on a adopté une loi portant état d'urgence sanitaire. Que ce soit une loi ou un décret, c'est important pour les chefs d'État d'être au devant de la scène. Au jour d'aujourd'hui, depuis le 5 mars, nous ne savons pas si
le chef de l'État, qui a prescrit des mesures au chef de gouvernement, est encore au suivi de ce qui se passe sur le terrain. Nous ne savons pas si le chef de l'État est prêt à rencontrer ses compatriotes à travers une vidéo, à travers une descente au Parlement, pour dire c'est grave. Ces mesures, il faut les respecter. Nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. Il n'est pas présent. Le chef de l'État camerounais n'est pas présent. Alors que dans tous les pays, regardez le Gabon. Vous connaissez l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba. Malgré cet état de santé, il est allé à l'aéroport réceptionner, n'est-ce pas, ce don de Jack Ma, le milliardaire chinois. Du chinois. Il est allé réceptionner ces dons-là. Il a fait des discours plusieurs fois. Cyril Ramaphosa est passé, il a fait au moins 5 discours à la nation. La plupart des chefs d'État africains ont fait au minimum 3 discours à la nation sur la question. Où en sommes-nous au Cameroun? Est-ce que le chef d'État s'est adressé au Cameroun? Donc, si lui ne prend pas suffisamment la mesure des choses, cela signifie que pour lui, ce n'est pas sérieux. Et du coup, le comportement sur le terrain des Camerounais montre que ce n'est pas sérieux. Mais nous sommes en train de plonger. Parce qu'au niveau le plus élevé de l'État, on ne sent pas la volonté d'appliquer les mesures prescrites par le gouvernement lui-même. Alors, on va rejoindre le professeur Eugène Sobgui en direct de Yaoundé. Au-delà de cette volonté politique recherchée pour la mise en application des mesures exceptionnelles en vue d'enrayer la pandémie de Covid-19, il y a également des préoccupations sur la disponibilité des tests pour détecter les cas positifs de coronavirus au Cameroun. Professeur Eugène Sobgui, quel en est le protocole en matière de prélèvement et de détection des cas positifs? Le Cameroun dispose-t-il de tests suffisants pour pouvoir s'assurer que toutes les personnes qui ont été mises en quarantaine sont déclarées, détectées positifs ou négatifs à propos du Covid-19? Alors, la réponse est assez simple. Je ne sais pas. Je ne sais pas, tout simplement compte tenu de ce que je n'occupe pas une position qui me permettrait de savoir avec précision. Mais quand même, nous avons suivi l'actualité avec ces 20 000 tests qui ont été offerts au Cameroun par un bienfaiteur, ce qui suppose qu'il existe aujourd'hui les moyens de tester tous ceux qui sont en quarantaine, par exemple. Mais parlant du testing, de tester les personnes, c'est important de savoir qu'on peut procéder par algorithme ou on peut procéder directement par test massif. Ça dépend du type de menace. En ce moment, il faut dire que nous sommes en train de passer nous sommes en plein dans la transition de la menace quasi exclusivement importée à la menace de la circulation au sein de la communauté. Donc, nous l'avons dit et nous le redisons, les personnes, bien sûr celles qui sont en quarantaine, ceux qui ont voyagé récemment, doivent se signaler effectivement pour que l'on sache s'ils sont éventuellement porteurs de ce virus. Mais la deuxième chose, quand on regarde la typologie des cas testés positifs au Cameroun, je l'ai redit tout à l'heure, c'est une majorité de cas importés suivis d'un grand groupe de personnes qui sont des contacts familiaux, la cellule familiale de ces gens. Et maintenant, un petit nombre, mais qui est croissant, de gens dont il n'est pas clair, dont la filière de contamination n'est pas tout à fait claire. Cela veut dire qu'il est encore temps de tester extensivement ceux qui ont voyagé, puis la famille de ceux qui, ayant voyagé, sont testés positifs, et ensuite d'aller plus loin. Il y a l'approche du test en communauté, comme celui qui a été annoncé, qui permet d'avoir une idée de la magnitude du problème dans une ville comme Douala, où pour l'instant, on a bien l'impression que la menace pourrait être beaucoup plus importante que ce qu'il n'y paraît. C'est quelque chose qui est envisageable, qui est défendable, mais nous le disons, premièrement, tous ceux qui ont voyagé
les familles de ceux qui ayant voyagé ont été testés positifs. Ensuite, par arbre des parties, arriver à tous les potentiels cas. Mais là, clairement, il faut faire vite. Il faut faire vite. C'est le temps de l'épidémie. Mais dans le même temps, il faut donner les moyens à chaque personne qui est suspectée par le corps de santé de pouvoir être Et cela va protéger les soignants. Cela va protéger les soignants. Je suis désolé de prêcher essentiellement pour ma chapelle, celle des soignants, mais nous ne pouvons pas, au début d'une bataille comme celle-ci, nous payer le luxe de perdre des soldats. Nous devons protéger les soignants, et pour protéger les soignants, il y a les mesures de protection, nous en avons déjà parlé, mais il y a l'opportunité pour ceux-ci de faire tester toutes les personnes qui suspectent. C'est une autre suggestion, une autre recommandation forte que nous émettons concernant la question des tests. Alors est-ce que c'est suffisant ou pas? 20 000, ça permettrait de faire cela. Donc, j'aurais tendance à dire, même sans être intendant des tests du Cameroun, qu'il y a de quoi faire pour les jours à venir. Concernant les mesures de confinement, professeur Eugène Sobgui, on a vu au Nigeria comment des stades ont été sollicités pour l'aménagement des tentes visant à réduire la pression sur les hôpitaux publics. Au Cameroun, ce sont des hôtels réquisitionnés et vous l'avez dit, les hôpitaux publics pourraient être déjà sous pression d'ici les tout prochains jours. Le ministre de la Santé publique a demandé au gouverneur de pouvoir réquisitionner d'autres chambres d'hôtel afin de placer des cas éventuels en confinement. Que pensez-vous de cette stratégie faite au Nigeria et de celle qui est en vigueur au Cameroun? Votre question me permet de revenir à la maladie elle-même. En fait, Covid-19, lorsque l'on parle de 600 000 cas dans le monde, il faut savoir que 80% des cas sont des cas légers à modérés dans le jargon médical et environ 15% sont des cas sévères et 5% des cas critiques. Les cas critiques sont ceux qui nécessitent des infrastructures de réanimation lourdes. Les cas sévères sont ceux qui nécessitent des unités spécialisées de prise en charge. Les cas légers à modérés sont l'objet de plusieurs options politiques, de plusieurs options de politique de santé. Il y a des approches qui font que les cas légers à modérés soient pris en autoconfinement à la maison, soient pris en charge dans des structures d'hébergement, entre guillemets, médicalisées, ou alors soient pris dans des hôpitaux dédiés, ou alors des structures comme celles que vous décrivez, des stades, etc., etc. Donc, c'est une question d'option de politique de santé pour les 80% légers à modérés, qui représentent le plus gros des troupes, pour pouvoir libérer l'infrastructure sanitaire lourde afin qu'elle prenne en charge de façon optimale les 20% qui seraient sévères ou critiques. Donc, les choix sont faits par ceux qui décident. Je sais qu'au Cameroun, je crois qu'il y a eu une annonce dans ce sens du ministre de la Santé jusqu'aux logements sociaux d'Olembe, et je ne sais plus très bien le quartier à Douala, il y a jusqu'à 550 chambres par ville qui ont été réquisitionnées conformément à ce 10e point des mesures du Premier ministre, qui ont été réquisitionnées pour la prise en charge éventuelle d'un afflux massif de ces cas légers à modérés. Il y a plusieurs options qui sont possibles. Il y a les options de pouvoir prendre tout un hôpital, il y a les options de pouvoir faire libérer massivement des lits dans certains hôpitaux pour les prendre, il y a des options. Là, c'est ceux qui sont en charge de la décision qu'ils font, mais c'est une donnée constante qui doit être prise en compte pour pouvoir libérer les lits de prise en charge coûteuses, chères, lourdes,
pour les 20% sévères et critiques. Donc, voilà un petit peu le commentaire que je pourrais faire par rapport à cela. On pourrait aller plus loin selon les préoccupations précises qui sont les vôtres. Alors, parlant du traitement de ces personnes, de ces cas de Covid-19, cela coûte combien concrètement la prise en charge médicale à l'hôpital central de Yaoundé? Alors, l'hôpital central héberge essentiellement des cas sévères et le directeur de l'hôpital central a eu à s'exprimer sur la question. L'estimation actuelle est autour de 300 000 francs de la journée. Et pourquoi? Parce que les mesures de protection coûtent infiniment plus cher que les médicaments eux-mêmes. Figurez-vous les fameuses tenues de cosmonautes qu'il faut mettre pour entrer dans la salle d'un patient présentant un Covid sévère. Lorsqu'il faut 4 passages du médecin, 4 passages du personnel paramédical et l'hygiéniste qui décontamine ce personnel, un seul patient vous coûte en général entre 6 et 12 tenues, équipements, combinaisons de protection que nous appelons souvent tenues de cosmonautes. Vous rajoutez à ça les masques bien spécifiques appelés FFP2, les lunettes de protection, les surchaussures. Quand vous comptabilisez tout cela, vous faites facilement, effectivement, l'essentiel de la somme. Ensuite, il y a des patients qui consomment beaucoup d'oxygène. Nous avons cité le cas de patients qui, par exemple, coûtaient à l'hôpital central 3 grandes bouteilles d'oxygène par jour, en sachant qu'à plein régime, l'hôpital central en utilise 10 par jour. Un seul patient qui en utilise 3 par jour, vous pouvez faire également le décompte. Rajoutez à ça maintenant les médicaments, mais surtout le personnel. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Vous ne pouvez pas gérer Covid-19 dans un pays sans un personnel dévoué, sans un personnel qui avance avec abnégation. Ce sont des personnes qui mettent à risque leur vie et celle de leur famille. Et je voudrais profiter pour rendre un hommage particulier aux collaborateurs avec qui nous travaillons. Certains d'entre eux ont dit qu'ils apporteraient demain à l'hôpital leurs valises pour y prendre leur quartier afin de bien prendre en charge les patients et ne pas exposer leur famille. Nous en avons qui ont été mis à la porte par leurs conjoints par peur de contamination de la famille au Covid-19 et qui aujourd'hui sont hébergés dans des chambres d'hospitalisation. La population a le droit de savoir cela, qu'il y a des personnes dont la vie de famille a été sacrifiée alors que nous sommes au début de cette bataille. Nous avons 2 personnels qui habitent l'hôpital. Ils y sont venus avec leurs bagages mis à la porte par le conjoint. Nous en avons qui nous disent « Demain, nous venons avec nos effets » parce que nous ne voulons pas exposer nos familles tout en nous occupant des malades. Et lorsqu'il a fallu faire le choix, nous faisons le choix de soigner. C'est le lieu vraiment de rendre hommage à ces personnes et de dire que dans cette bataille qui sera longue, c'est de ces soldats invisibles-là qu'il s'agit. Parce que même quand les caméras de télévision les filment, on ne voit pas leur visage parce qu'ils sont dans ces combinaisons-là. Pourtant, c'est eux qui mettent à risque leur vie. C'est eux qui se battent pour pouvoir récupérer les quelques-uns. Et fort heureusement, nous rendons grâce à Dieu qui guérissent et qui peuvent sortir de l'hôpital et envoyer des témoignages très réconfortants comme ceux qui ont été récemment reçus. Donc, je pourrais parler sans arrêt si vous ne m'interrompez pas. Professeur parce que c'est une question qui suscite de la passion. Vous avez apporté des clarifications sur la situation du personnel de santé. On a suivi votre cri d'alarme, cri de détresse et votre hommage à l'endroit de ces personnels soignants qui se mobilisent au quotidien pour la prise en charge des cas de Covid-19, au point qu'il y a une stigmatisation, une suspicion dans les familles. Maître Roland Diouf, la prise en charge, 300 000 francs CFA par jour, essentiellement absorbés par les équipements qui, à écouter le professeur Eugène Sobgui, ne sont pas assez suffisants pour toutes les personnes de santé à travers les principaux foyers d'épidémie.
cela permet d'évoquer la question de la volonté politique de mettre les moyens en jeu, moyens financiers, ressources matérielles, afin de donner au personnel de santé les moyens adéquats, le plateau technique adéquat pour faire face à la pandémie de coronavirus. Comment analysez-vous cette volonté politique dont la première analyse a été faite sur ce plateau par Edmond Kambia? Le témoignage du professeur Sobgué est de nature à faire serrer le cœur. Et j'aimerais lui dire que, monsieur le professeur, ne soyez pas désolé de prêcher pour votre chapelle. Au contraire, vous avez tout à fait le droit d'attirer la sonnette d'alarme sur le fait que ces personnels soignants se dévouent à notre sécurité, à notre survie collective, devrais-je dire. J'aimerais m'associer à vous, monsieur le professeur, pour adresser à ces personnes-là qui risquent leur vie chaque jour désormais, que nous ne pouvons peut-être rien faire de particulier pour eux, mais nous leur rendons hommage chaque fois que l'occasion se présentera. Je continue en disant que la conscientisation, je sais pas si vous m'entendez, pour répondre à Madame Simo tout à l'heure, c'est que c'est une question qui concerne tout le monde. Ce n'est pas parce que nous faisons une analyse qui peut être critique que nous ne sommes pas conscients qu'il faut conscientiser. C'est un travail que tout le monde fait, que tout le monde doit faire tout au moins, mais que tout le monde fait de mon point de vue. Le moi m'est haïssable, mais j'aimerais profiter de votre antenne pour indiquer que, à côté du personnel soignant, nous avons modestement pensé avec quelques personnes qu'il fallait également adresser la question des personnes, disons, défavorisées, qui n'ont pas accès aux mesures barrières que tout le monde propose, notamment un morceau de savon et, dans la mesure du possible, un masque. Et nous avons, avec quelques-uns, lancé une initiative qui, nous l'espérons, nous permettra de mettre suffisamment de moyens de côté pour offrir à ceux que nous avons identifiés comme étant des personnes défavorisées. C'est les enfants de la rue, c'est les orphelinats, c'est les déplacés de la crise anglophone, pour ne s'arrêter qu'à ces cas-là. Nous pensons qu'il faut qu'on se mobilise, qu'on soit des citoyens solidaires qui se mobiliseront pour offrir à ceux-là, pendant qu'il est encore temps, au moins un savon et si possible un masque. Maintenant, je reviens à votre question, monsieur Noufélé, pour vous dire que les moyens ne sont pas à la disposition des citoyens. Les moyens sont à la disposition de cet État qui est notre couverture à nous tous. Et c'est donc tout à fait normal que lorsqu'un citoyen se sent abandonné à son triste sort, qu'il en appelle à celui qui est chargé, qui est supposé chargé de gérer l'intérêt collectif pour nous tous. C'est pour ça que quand on compare les mesures qui sont prises au Cameroun à celles qui sont prises à côté, on a froid dans le dos, on se demande où est-ce qu'on va. On se demande s'il y a une politique plutôt répressive au Cameroun plutôt qu'une politique préventive. Parce qu'on voit bien que dans des cas où il faut réprimer, on a la mise en mouvement de moyens importants. Mais quand il faut prévenir, on observe un silence radio. On voit bien que les responsables, au premier chef desquels, M. Biya, brillent par leur absence, il y a clairement un déficit. Il y a clairement un déficit de réponse. Tout à l'heure, je voulais réagir pour dire que quand on parle d'état d'urgence, alors dans le cas du Cameroun, ça fait partie des pouvoirs exceptionnels du président de la République, c'est-à-dire que c'est constitutionnel. Et je voulais peut-être m'inscrire un peu en faux, non pas que l'analyse de M. Ombanzi ne soit pas pertinente dans l'ensemble, mais on peut quand même la tempérer. Ce n'est pas la faillite des démocraties, de mon point de vue. C'est peut-être une faillite de ceux qui occupent les fonctions de direction dans les démocraties actuelles, parce que dans toutes les démocraties du monde, il y a les situations d'urgence qui sont constitutionnellement prévues. Donc, si les chefs d'État en Europe ont tardé à mettre en mouvement les moyens exceptionnels qui leur donnent des pouvoirs équivalents à ceux qu'on met en mouvement dans ce qu'on peut appeler des autocraties, comme la Russie, comme la Chine, alors ce n'est pas la faute de la démocratie en elle-même, mais c'est la faute des dirigeants qu'on peut effectivement accuser de lenteur. Et si on peut les accuser de lenteur là-bas, parce qu'il faut quand même le dire, et le professeur Sobgué nous l'a rappelé, 90 jours aujourd'hui que cette crise existe, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 mois pour voir comment cette crise se passe ailleurs.
on ne peut pas reprocher à la Chine d'avoir mal géré cette crise parce qu'elle a été découverte chez eux. Mais on peut tout à fait reprocher à tous les autres pays du monde d'avoir mal géré une crise dont la Chine nous a donné la façon dont il fallait la régler. Vous voyez, la ville de Wuhan, c'est 52 millions d'habitants, me semble-t-il, au minimum. Donc, vous voyez qu'une seule ville, le foyer de la crise, a été géré de manière optimale, alors qu'un pays entier, comme le Cameroun, je ne vais pas parler des villes de Douala ou de Yaoundé, qui sont infiniment moins importantes en termes de population, que ces foyers-là n'arrivent pas à observer. On ne voit pas les pouvoirs publics réussir à imposer des mesures drastiques pour juguler la crise. C'est clairement une question de manque de volonté politique. Et pourquoi dans ce contexte-là, vous interpellez le chef de l'État du Cameroun, alors qu'il a, dans un tweet le 17 mars 2020, demandé aux populations de respecter les mesures qui seront édictées par le gouvernement et les mesures données par l'OMS. Ce n'est pas déjà à travers ce tweet une expression de la volonté du chef de l'État de sensibiliser les Camerounais sur la grave crise sanitaire? Restons sur des éléments d'analyse objective. Si vous estimez qu'on sensibilise 25 voire 30 millions de Camerounais à travers des tweets, alors dites-vous bien que quelle est la population, quelle est la proportion de la population camerounaise qui a accès aux tweets? Alors que le journal télévisé bilingue de la CRTV peut toucher plus de monde, par exemple. Ça, c'est d'un de deux. La mise en mouvement des moyens, et je parle là de moyens juridiques, pas de conseils, pas de tweets. C'est bien une prérogative du président de la République et pas du chef du gouvernement. La mise en mouvement des moyens exceptionnels, notamment l'état d'exception ou l'état d'urgence, ce n'est pas un tweet, c'est un décret. C'est pour ça qu'on peut questionner l'approche de M. Biada, la gestion de cette crise. Qu'est-ce qui l'empêche de prendre un décret qui lui donne, parce que ce qu'on ne dit pas peut-être, c'est que quand vous prenez le décret qui déclare l'état d'urgence, vous vous arrogez des pouvoirs exceptionnels. C'est-à-dire que vous n'êtes plus soumis pendant cette période-là au contrôle, en tout cas à la machine parlementaire, par exemple. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure à M. Ombandi qu'on ne peut pas vraiment faire le procès de la démocratie de ce point de vue-là, parce que c'est bien prévu qu'en période exceptionnelle, vous décidez d'abord, vous agissez d'abord, et le pouvoir de contrôle des institutions, notamment parlementaires, est mis entre parenthèses le temps de la crise. Est-ce qu'on prend ce genre de mesures en faisant des tweets? Monsieur le ministre de la Santé, il est mal à l'aise. Évidemment que cela se voit qu'il est mal à l'aise parce qu'il est réduit. Il est réduit à prodiguer des conseils. S'il y avait un acte juridique qui lui permettait et ceci, de force, imposer à ceux, comme il le dit, qui ont voyagé entre-temps, de se rendre dans des endroits précis, il ne serait pas en train de supplier les gens. On serait en train d'émettre des avis de recherche, des mandats d'amener même, pour que ces personnes-là soient conduites, y compris manu militari, vers les endroits qui seraient dédiés à cela. C'est des éléments d'ordre juridique. Et en plus, vous parlez de crise sociétale. Je reste hors des polémiques. Je suppose que M. Biya a été élu avec 71%, comme on dit. Alors, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est moins facile pour celui qui l'a nommé, c'est-à-dire le Premier ministre et les autres, de parler à ces 71% de Camerounais au moins, plutôt que de parler lui-même directement à ceux qui l'auraient? Quel serait l'intérêt d'un discours du... L'intérêt, et je me tue à vous le dire, c'est que si nous devons mobiliser les consciences, celles de la population dans son ensemble, il faut poser des actes forts sur le plan symbolique, sur le plan politique, pour que le citoyen lambda au moins puisse, en donnant la nouvelle à côté de lui, dire ce n'est même pas moi qui le dis, c'est le président de la République. Cette fois c'est grave parce qu'il a parlé. Vous savez, quand la plus haute autorité s'adresse à son peuple dans une situation de crise, l'impact n'est pas le même que lorsqu'il s'agit simplement
de communiquer, parfois de dirigeants eux-mêmes délégués. Le secrétaire de la communication du RDPC a réagi à cette sortie du président du MRC. Jacques Famdongo déclare que le président Paul Biya n'est pas un autocrate qui se complaît dans la gesticulation oratoire. Le chef de l'État, Paul Biya, ne parle pas à tort et à travers en concentrant tous les attributs du pouvoir. Il est adepte de la division du travail car il sait décider, orienter, impulser, conduire, mais aussi déléguer quand il le faut. Alors, comment répondez-vous à cette appréhension, à ces limites que Jacques Famdongo trouve concernant la sortie du président du MRC? Pour lui, le chef de l'État n'est pas dans la gesticulation oratoire, il ne doit pas parler à tort et à travers. Alors, avant moi sur ce plateau, M. Ombanding vous a indiqué que pour les populations, cette crise est peut-être encore au stade de la blague. Et c'est renforcé, cet état d'esprit-là est renforcé par l'absence de mesures politiques fortes. Quand un ministre de l'enseignement supérieur, parce que j'aimerais bien souligner cet aspect des choses, vous avez souligné, vous avez indiqué une communication de quelqu'un qui est ministre de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'il est un peu le coordonnateur de nos intelligences dans ce pays, puisqu'il coordonne les universités. J'aurais aimé l'entendre, lui, ministre de l'enseignement supérieur, lorsqu'il se serait agi de donner la réponse de l'intelligentsia camerounaise vis-à-vis de cette crise. On a vu son collègue de la recherche scientifique et de l'innovation, même si on peut questionner le contenu de sa communication, je m'arrête là pour ne pas rentrer dans plus de polémique que ça. On aurait aimé voir le ministre de l'enseignement supérieur avoir une approche pareille. Non, il est resté muet, il a probablement délégué, comme il le dit, pour ne prendre que sa casquette cette fois-ci de secrétaire national à la communication du RDPC pour nous pondre un communiqué, alors qu'il me semble qu'il n'a pas été indexé, il n'est pas visé. Il ne s'agit pas de demander s'il existe un secrétaire à la communication au RDPC. De même, il ne s'agit pas de demander s'il existe un directeur de cabinet civil adjoint à la présidence de la République ou un secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. On parle du président de la République, de M. Biya. Donc, c'est proprement du hors-sujet. Mais je vois bien que pour faire le hors-sujet, tout un ministre est capable d'écrire plusieurs pages. C'est symptomatique de notre niveau de gouvernance. Après, pour Maître Roland Diogo, Marcel Simot, il y a une attente particulière sur un discours du chef de l'État du Cameroun au moment où le pays est confronté à cette pandémie de Covid-19. On a vu les présidents d'autres pays africains, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, au Gabon également le président gabonais Ali Bongo Ondimba qui se mobilise lui aussi, qui monte au créneau pour rassurer les populations et annoncer des mesures exceptionnelles pour faire face à cette pandémie de Covid-19. Où est passé le président de la République? Pourquoi est-ce qu'il ne s'adresse pas aux Camerounais en ces heures graves de guerre sanitaire au pays? J'aime bien la question. Où est passé le président de la République? Cédric, moi j'ai quelque chose qui me dérange un peu. À un moment, arrêtons de nous comporter comme des oiseaux de mauvais augure. Moi, ça dérange. À l'entendre ici ou alors en back-office, j'essayais de dire à Edmond que malheureusement nous allons débattre d'un sujet pas très joli, d'un sujet qui voudrait obligatoirement une solidarité collective, d'un sujet qui ne connaît pas le blanc ni le noir, d'un sujet qui ne connaît ni le pauvre ni le riche. Donc, à un moment, arrêtons et essayons d'être extrêmement objectifs pour avoir des résultats, n'est-ce pas, beaucoup plus intéressants. Moi, je suis d'accord que lorsque un enfant est menacé, il a bien du plaisir à voir son père monter au créneau et dire que le père lui dise « Mon fils, je suis là ». Je suis bien d'accord en tant qu'Africaine. Mais en même temps, je me pose un peu la question. Le président des États-Unis, on a vu Donald Trump monter au créneau matin, midi, soir. Mais ça n'a pas empêché, n'est-ce pas, ça n'a pas empêché la multiplication de la pandémie. Donc, c'est pas ça qui est le problème.
personnellement, ça je le dis, et là je le dis en tant que sociologue, c'est pas ça qui est problème. Parce qu'en principe, la communication gouvernementale n'est pas muette au Cameroun. Il y a des gens qui agissent, qui interviennent sur la question. Il y a des gens qui se mobilisent, il y a des gens qui donnent des consignes, il y a des gens qui donnent des conseils. Moi, je ne comprends pas pourquoi on se focalise sur un individu comme si c'est lui qui te demande de laver les mains, alors en ce moment tu vas le laver. Non. C'est pourquoi je reviens vous avez encore. Suivi, Maître Roland Djihou, c'est le président de la République. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le Conseil constitutionnel l'a proclamé vainqueur avec 71% de suffrages. Je suis d'accord là-dessus. En sa faveur. Oui. Alors, au moment où ses pairs montent au créneau, au moins 3-4 fois, en l'espace de 2 semaines, Oui. pour s'adresser à leur population en disant « Nous sommes en guerre et nous prenons des mesures pour vous protéger ». D'aucuns s'interrogent et regardent vers le palais de l'unité à Yaoundé pour savoir quelles sont les nouvelles du président de la République et quelles mesures peut-il prescrire dans ce contexte de crise sanitaire. En principe, on ne devrait pas s'interroger. Ce n'est pas une question importante. On ne devrait pas s'interroger. Maître, permettez, on ne devrait pas s'interroger. Parce que il agit. Comment, il agit. Comment le président agit? Il agit via le Premier ministre, via le chef de gouvernement, via les membres du gouvernement. Il agit. Il agit. Et je crois que dans des messages, de temps en temps, sont également envoyés. Moi, ce n'est pas ça l'important. C'est que je dis, et ça je le redis très clairement, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que des actions sont en train d'être menées. Tout à l'heure, on a parlé des fonds nécessaires pour la riposte contre la maladie. Mais il faut reconnaître, et ça le professeur l'a dit tout de suite, que le gouvernement camerounais fait des efforts. Il vous a dit combien coûtait par jour. On a entendu parler là de 300 000 francs par jour. Donc on ne peut pas se lever au jour d'aujourd'hui et dire que le gouvernement camerounais ne se bat pas autant que faire se peut pour éradiquer au maximum la maladie. Des efforts sont menés et ces efforts doivent déjà être reconnus et appréciés. Naturellement, comme aucune action n'est parfaite, on sait qu'il y a encore à faire. Mais ce qui est important pour l'instant, c'est de montrer aux Camerounais que non, des actions sont menées, des efforts sont menés, elles sont même observables. Et puis du coup, on ne peut pas à chaque fois donner l'impression que rien n'est fait pour éradiquer la maladie. En tant que sociologue, vous écartez de votre analyse l'intérêt pour un chef de l'État de s'exprimer au moment où les populations sont confuses, sont insouciantes sur le danger auquel elles sont confrontées? Non, je ne peux pas écarter cette hypothèse. Là, vous l'avez dit très clairement, je ne peux pas l'écarter. Mais au contraire, ce qui me dérange, c'est qu'un ensemble de mesures sont données. Un ensemble de règles minimales sont données. Et j'ose encore entendre des Camerounais me dire, du moment où ce n'est pas le président qui le dit, je ne les mettrai pas en pratique. Ça fait mal. Il faut taper du poing sur la table et revenir à la conscientisation des uns et des autres. C'est là le problème. Si vous permettez. C'est là le problème. Si vous permettez. Je ne me souviens pas que quelqu'un sur ce plateau ait dit qu'on ne met pas en pratique les 13 mesures parce qu'elles n'ont pas été annoncées par le président de la République. Personne ne l'a dit, en tout cas pas moi. Ce que nous disons par contre, c'est que 13 mesures, c'est bien. Comment fait-on pour que ces 13 mesures impactent dans la population? Et c'est votre qualité de sociologue que je convoque. C'est quoi les symboles pour vous? Est-ce que c'est rien que la plus haute autorité prenne sur elle de parler à ce peuple pour lui dire... Je crois que jusqu'à maintenant, je n'ai pas dit c'est rien. Je crois que jusqu'à maintenant, je n'ai pas dit c'est rien. Pour lui dire, prenez-le à bras le corps, prenez ce que mon Premier ministre vous dit à bras le corps. C'est exactement ce que nous disons. Et nous le disons d'autant que les pères de ce président de la République ont fait la même chose. Après, et si on peut citer les exemples des cas qui n'ont pas été probants, on peut également parler de ceux qui ont de l'impact. On ne peut pas se contenter que de dire que Donald Trump a plusieurs fois parlé, ça n'a pas donné d'impact. Oui, certes, mais Paul Kagame, lui aussi, il en a parlé. Et on voit bien que la situation du Rwanda n'est pas comme celle qu'on vit au Cameroun, elle n'est pas comme celle qu'on vit aux États-Unis. Oui, Marcel Simon, vous avez la parole. Oui, je veux dire, à l'entendre, il veut absolument, n'est-ce pas, retourner le discrédit au niveau du gouvernement. Et puis, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous avance pas à ce niveau-là. Parce qu'à chaque fois quand je l'entends, j'ai l'impression qu'il justifie
le caractère citoyen, moi je vais dire comme ça, qu'il justifie le caractère citoyen et pratiquement éthique de tous les Camerounais, qui ne voient pas cet esprit d'irresponsabilité qu'on tente de ramener à l'ordre chez les citoyens camerounais. Ils refusent de voir cet aspect et à chaque fois, ils se focalisent sur l'implication du chef de l'État. Je le dis, et ça je le redis encore, j'ai pas dit que c'est pas indispensable à un moment. Mais j'ai dit tout à l'heure, il s'explique, il parle via des individus. Moi, je ne peux pas remettre en cause les propos tous les jours, tout le monde le voit. Le ministre de la Santé publique, il ne dort pratiquement pas. Il donne des informations jour au jour sur la situation et on ne peut pas la négliger aujourd'hui sous prétexte que ce n'est pas le président de la République qui a donné. Je crois que des informations au jour le jour sont données sur la question et qui devraient à un moment attirer l'attention des Camerounais et les amener plus à la raison. Et l'autre préoccupation, Martin Ombazing, c'est la question économique et l'impact du coronavirus sur la situation économique du Cameroun. La CEMAC s'est retrouvée en session extraordinaire à Brazzaville, au Congo, avec le ministre des Finances camerounais et ses homologues des pays de la sous-région, où des scénarios de l'impact du coronavirus sur l'économie de la sous-région ont été évoqués. Vous qui scrutez au quotidien ces évolutions et ces courbes de la croissance économique, qu'en est-il réellement? En fait, il faut déjà dire que l'économie mondiale est en récession. La récession, ça veut dire que une baisse généralisée du rythme de la croissance. C'est-à-dire que au cours des 1, 2, 3 mois, voire 6 mois, on constate que la richesse produite dans toute l'économie mondiale est en baisse. C'est ce qui veut dire la récession. Et quand on parle de récession, on parle de guerre. Hein. C'est une guerre économique. C'est-à-dire que l'histoire nous démontre que cette situation, on l'a vécue pour la dernière fois vers les années 30. Bon, je voulais le soin de voir à peu près ce que la première puissance économique du monde, à savoir les États-Unis, ont perdu en quelque temps plus de 3 millions de salariés qui se sont retrouvés au chômage. Plus de 2200 milliards réinjectés réellement entre les populations, entre les entreprises, entre tout le tissu social. Je parle des États-Unis. Je peux pas parler de tous les autres pays. Donc la récession, elle est là, elle est évidente. Le FMI l'a dit. Si le FMI le dit, la Banque mondiale le dit, les États-Unis montrent qu'on vit dans la crise. C'est pas la CEMAC qui ne pourra pas avoir les effets négatifs et néfastes de ce virus, de cette pandémie. Laissez-moi vous dire que dans l'économie, l'horizon temporel est très important. L'horizon temporel, le temps qu'on met pour faire des choses. À court terme, c'est facile, tout le monde peut faire. On doit faire les lits parce qu'il y a des gens qui vont tomber malades. Ça, tout le monde sait le faire. À moyen terme, ça commence à être compliqué. À long terme, c'est encore plus compliqué. Monsieur Noufélé, dites-moi aujourd'hui quel modèle, ils ont pris les mesures, mais quel modèle, quelle économie, quel livre vous avez vu un modèle développé en ayant pour hypothèse l'arrêt de la production? Mais ça ne s'est jamais vu. Je vous me défie, sortez-moi un livre où on a fait un modèle économique qui dit que nous allons arrêter la pollution pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, les effets négatifs de Corona, ce n'est pas encore là. Ce sera là et ce sera violent. Tout ce que nous faisons là, on appelle ça, c'est des mesures d'accompagnement pour que les gens ne ressentent pas. Mais la réalité, c'est quoi? L'économie mondiale aujourd'hui est faite dans la gestion du stock, ce qui a été fabriqué avant, ce qui a été produit avant. Mais pour le moment, on ne produit plus rien. Quand on ne produit plus rien, il va se passer quoi? Ce sera l'hécatombe. Mais ce sera l'hécatombe. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, imaginez-vous qu'on dit aujourd'hui que le confinement veut dire qu'on ne sort plus, on ne va pas à l'usine, on ne va pas rencontrer. Ça veut dire que tout ce qu'on peut produire là, pendant ce temps, on le remplace comment?
Donc, ce qu'on a eu à faire là, c'est de dire quoi? C'est de dire que le prix du pétrole a baissé, c'est vrai, mais nous connaissons bien la structure de nos budgets, comment ça se passe. Le pétrole, ça ne couvre pas le tiers, à peu près le tiers. Hein. Donc, si on veut être pragmatique, c'est pas ça qui va permettre, qui va nous laisser penser que nous allons tomber demain. Mais jusqu'aujourd'hui, au Cameroun, on n'a pas une perception des mesures d'accompagnement du secteur privé. Il y a les banques, à travers l'Association professionnelle d'établissements de crédit, qui ont demandé à la BEAC d'assouplir ces mesures et d'augmenter le plafond de refinancement pour permettre aux banques d'avoir plus de liquidité pour accompagner le secteur privé. La BEAC a répondu à cet appel du président de la PECAM. La CEMAC s'est retrouvée à Brazzaville pour évoquer un plan de financement de la sous-région. Est-ce que ces mesures sont suffisantes au regard de celles qui ont été prises dans d'autres pays africains où les factures d'électricité, de l'eau ont été suspendues pour plus d'un mois, où Macky Sall, par exemple, a annoncé un plan spécial de 1000 milliards de francs CFA pour la lutte contre la pandémie et l'accompagnement de plusieurs secteurs d'activité? Toutes ces mesures sont bonnes, mais malheureusement, elles ne sont pas absolument efficaces. Je vous ai dit, prenez tout l'argent du monde, baissez tous les taux d'intérêt, c'est pas ça qui va faire repartir l'activité économique. L'activité économique repart parce que les gens vont au travail. Quand les gens sont confinés, ils vont pas au travail. Mettez les prêts à taux zéro avec des taux négatifs, personne ne vient emprunter. J'emprunte en tant que chef d'entreprise si j'ai mes carnets de commandes qui sont bondés. Donc vraiment, excusez-moi, monsieur Noufelet, arrêtons tout cela. Ce n'est pas ça qui va nous faire progresser. Nous avons un problème aujourd'hui, c'est que nous avons un virus, une pandémie que personne n'a jamais imaginé. Personne. Je vous ai dit, quand on fait de l'économie, on fait des modèles. Je vous dis, qui peut me sortir un modèle économique qui a déjà été testé sous des hypothèses de corona? Personne. Donc, le fait de vendre l'argent moins cher, de vendre l'argent à taux zéro, à taux inférieur, ne va pas résoudre le problème. Simplement, nous disons ceci, ce qu'il faut, c'est que la santé revienne. Sans la santé, on ne peut pas faire d'économie, on ne peut pas faire de production. Sans santé, on ne peut absolument rien faire. Tant que les gens sont confinés, rien ne va se passer. Toutes les mesures là sont là pour dire que même ceux qui ont donné de l'argent, une fois que vous donnez de l'argent, 500 francs, 500 euros ou 600 euros par personne aux États-Unis, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, le 5e mois, il fera comment? Donc, c'est pour dire que c'est comme si c'était des mesurettes, parce que c'est des choses qui sont à court terme, c'est des mesurettes. Mais la question, le débat économique aujourd'hui, c'est de dire que ces dégâts-là qui sont faits aujourd'hui et dont on connaît les conséquences, comment chaque État va se préparer pour que, lorsque la pandémie va s'arrêter, que l'économie redémarre comme si de rien n'avait été fait? Vous comprenez? C'est tous les enjeux, c'est tout l'enjeu qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que le Cameroun se prépare actuellement, économiquement parlant, pour que, à la fin de cette pandémie, s'il y avait 10 ouvriers qui allaient au travail, qui est 7 qui commencent, puis qui est 10, qui est 11, qui est 15, pour qu'on rattrape le gap en termes de manque de position qu'il y a eu. Donc le débat est là. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est des pays qui font des mesures pour accompagner, que ces pays-là ne soient pas sur le bon chemin. Mais le Cameroun ne va pas dire qu'il est en retard, parce qu'il n'a pas mis 3 milliards de francs sur la table pour aider au tel ou tel. Nous disons aujourd'hui que ce qui nous importe, c'est de dire que, est-ce que nous sommes conscients que cette pandémie peut détruire tout ce que nous avons déjà fait par le passé? Au regard de ces inquiétudes que vous formulez, Edmond Kemgia, sur l'attitude que devrait adopter le gouvernement aujourd'hui, au moment où le pays enregistre 113 cas positifs de Covid-19, avec un bilan officiel de 3 morts, de nombreux cas suspects des personnes décédées n'ont pas encore été confirmés, notamment dans la ville de Douala. Que faut-il faire en ce moment où le chef de l'État est lui aussi interpellé pour s'exprimer sur cette préoccupation majeure de la vie nationale? Avant de répondre à cette question, je vais revenir sur une confrontation qui a eu lieu tout à l'heure entre les deux panélistes du MRC et du RDPC, notamment à travers la réaction de Jacques Famendongo, le ministre Jacques Famendongo, qui a réagi en qualité de secrétaire national à la communication, réagissant à la déclaration faite par le président Maurice Kamto. Je voudrais dire que Jacques Famendongo est dans son rôle en tant que secrétaire national à la communication lorsqu'il réagit à une prise de position d'un leader politique, notamment de l'opposition.
Et il faut dire également que le président Maurice Kamto est lui aussi dans son rôle lorsqu'il fait une déclaration dans laquelle il exprime sa position, celle de son parti, et où il dit notamment qu'on ne délègue pas la fonction présidentielle, on l'assume pleinement et par soi-même, notamment dans des situations de crise. Et la Constitution le confirme à travers des mesures exceptionnelles, soit pour décréter l'état d'urgence, soit pour décréter l'état d'exception quand on est en situation de crise. Je voudrais dire également, donc, en fait, les réactions des deux, de Maurice Kamto et de Jacques Famindongo, participent de ce qu'on appelle le jeu politique dans une société démocratique. Mais je voudrais, sur le contenu des propos de Jacques Famindongo, dire ma surprise, parce qu'il parle d'un tissu d'absurdité, il parle d'ineptie, et il dit quelque part que l'on s'attendait à ce que Maurice Kamto fasse des propositions alternatives. Mais il en a fait. Le MRC en a fait, par 3 fois. Ils ont fait des propositions. Dans l'une des propositions, d'abord, avant même, dès le début, dès le 5 mars, ils ont attiré l'attention du public, de la société, du gouvernement sur le virus, sur le coronavirus, sur le danger que nous pourrons, sur la menace qui était forte au cas où on ne prend pas des mesures qui s'imposent. Et il y a l'une des déclarations dans laquelle il fait des propositions fortes, je crois, du président du MRC, où il propose même une commission, quand on devrait mettre sur pied une commission spécialisée chargée de gérer la crise sous la forme d'une plateforme. Il a même indiqué des sous-commissions spécialisées pour gérer cette crise. Je suis surpris que Jacques Famindongo n'ait pas eu accès à cette déclaration, à ce texte du MRC qui a été diffusé et analysé par les médias privés comme publics. Je voudrais tout simplement sortir pour répondre à votre question. Que faut-il faire aujourd'hui? Nous avons 113 cas, nous avons quelques décès qui s'amoncellent chaque jour. Parce que chaque jour qui passe, il y a de nouveaux cas de décès à Douala et à Yaoundé. Et il y a également Bafoussam qui est devenu un nouveau foyer. Il y a donc toutes ces 3 villes qui sont devenues des sortes de foyers où on découvre des cas. Et la raison pour laquelle nous pensons qu'aujourd'hui plus que jamais, et cela, ça fait partie des propositions que je formule, c'est que nous avons certes déjà 20 000 tests qui nous sont arrivés à titre gratuit. Il faudrait que le gouvernement camerounais fasse la commande d'autres tests. Plusieurs centaines de milliers encore. Parce que les 20 000 ne suffiront pas pour tous les Camerounais. De manière à ce que, de manière systématique, on puisse tester, non pas les Camerounais volontaires, mais les Camerounais, chaque fois qu'ils sortent dans la rue, ils soient testés systématiquement, que nous soyons testés systématiquement. Et je vais revenir sur un point qui a focalisé nos débats aujourd'hui, c'est le cas de ceux qui sont entrés au Cameroun et dont les autorités ont demandé d'être confinés dans les hôtels et qui ont disparu des hôtels. Et certains parmi eux ont contaminé des membres de leur famille et des amis, et l'un des amis fait partie, l'un des amis a été enterré récemment, a fait l'objet d'une controverse lorsque Equinox a annoncé le cas d'un citoyen camerounais qui est décédé, qui vivait à Bonapuiso, qui a été contaminé par des personnes en divagation après le confinement. Le ministre ne nous a pas cru, finalement il nous a donné raison en disant que ce cas-là était effectivement une victime de Covid-19. C'est pour dire qu'en définitive, il est temps pour le gouvernement camerounais de prendre très au sérieux la menace et de procéder véritablement au confinement, mais avec des mesures d'accompagnement. Parce que pour que le confinement réussisse, il faut des mesures d'accompagnement. Alors, il faut noter qu'il y a une méthode sud-coréenne qui a utilisé plutôt des tests à grande échelle. Et pour en savoir davantage, un dernier mot dans cette émission, donnons la parole au professeur Eugène Sopgui, qui est le vice-président du Conseil scientifique des urgences sanitaires de santé publique, une instance consultative placée sous l'autorité du ministre de la Santé publique. Professeur Eugène Sopgui, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Quel message souhaitez-vous adresser à la fois aux Camerounais, mais également aux autorités, en ce moment où le pays enregistre près de 113 cas positifs de Covid-19, 3 morts officiellement enregistrés jusqu'ici? Eh bien, merci de me repasser la parole pour dire un certain nombre de choses. La première est que
le corps de santé camerounais souhaite vivement que cette question grave soit extrait du champ de la polémique pour que un maximum de contributions qui nous permettent de vaincre soient réunies. Donc, mon souhait, et je voudrais le dire de façon, j'allais dire solennelle, est que aucun des propos que nous aurions pu tenir dans cette émission ne soit utilisé pour quelque polémique que ce soit. C'est crucial que nos propos soient retenus pour contribuer à la lutte contre cette grosse menace qui pèse sur notre pays, sur notre société. Pourquoi je le dis? Parce que, en plus, cette menace permet à la société d'ouvrir les yeux sur la question de la santé pour se rendre compte que notre modèle, je reparlerai de modèle sociétal, se doit d'avoir une mutation qui intègre plus d'investissements individuels et du pays tout entier vers la santé. On peut aborder tous les sujets qu'on veut, mais cela révèle très clairement que nous avons besoin de mettre plus de moyens dans la santé. Les individus, le pays tout entier, et le corps de santé se réjouit de ce que les questions de santé fassent aujourd'hui débat, même si c'est dans un contexte qui n'est pas celui qu'on souhaite. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que les autres maladies, les autres problèmes de santé ne sont pas en confinement pendant l'épidémie de Covid-19. Les autres problèmes de santé ne sont pas en confinement pendant l'épidémie de Covid-19. Nous voulons exhorter la population à continuer de faire prendre en charge leurs questions de vaccination, leurs questions de diabète, d'hypertension artérielle, de ne pas rester à la maison, de ne pas se priver de soins sous prétexte que le système de santé est en train de faire face à Covid-19. Sinon, on risquerait de voir grimper la mortalité non Covid-19 pendant cette période d'épidémie. Je voudrais donc insister pour que les populations gardent à l'esprit qu'elles doivent continuer de veiller à tous les problèmes de santé et que par-dessus tout également les responsables des formations sanitaires. Et je parlais d'hommage tout à l'heure, il y a le district de santé. Le district de santé et le CMA qui sont les vraies chevilles ouvrières de la médecine clinique, de la médecine hospitalière dans notre pays. Il est important de relever que plus que jamais, nous devons garder l'œil ouvert pour un soutien particulier en matière de formation, d'information, de matériel et d'accompagnement même médiatique de ces structures-là qui nous prennent en charge au quotidien. Je pense que c'était important d'en parler aussi. Et si vous permettez que je sorte sur ce point, c'est celui de dire à la population, franchement, nos frères et sœurs qui sont arrivés de l'étranger au cours des 4 à 8 dernières semaines ne peuvent pas, comme ça, sous nos yeux, mettre en danger toute notre société, tout notre système médical. Poussez-les à requérir une assistance médicale et qu'il soit clarifié si oui ou non, eux, ils représentent une menace pour eux-mêmes et pour leur famille. Les familles ne peuvent pas se permettre de cacher de tels cas. La deuxième chose concernant ce message aux populations, c'est de dire, malheureusement, pendant cette période, on ne peut plus considérer un épisode qui ressemble à de la grippe comme quelque chose de banal et sombrer dans l'automédication. L'automédication, les médicaments habituellement utilisés lorsqu'on suspecte une grippe saisonnière banale peuvent être des médicaments qui aggravent la présentation de Covid-19 et conduisent les gens en réanimation. Attention,
pas d'automédication. Et parlant d'automédication, il y a la fameuse question de chloroquine. Justement, s'il vous professeur, plaît, ne séquestrons pas les stocks de chloroquine du Cameroun dans nos tiroirs, dans nos maisons, alors que les vrais malades de Covid-19 dans les hôpitaux n'ont peut-être pas accès à la chloroquine. Il est important que les gens cessent d'acheter massivement de la chloroquine pour la stocker dans les domiciles. Attendons que le besoin éventuel soit là pour que les vrais malades aient accès à la chloroquine. Nous voulions vraiment le dire, utiliser cette opportunité pour le dire. merci. Et enfin, Oui, professeur. que l'on ne se trompe pas, le lavage des mains et la distanciation sociale restent la clé de la prévention de la propagation de cette épidémie. Il faut que nous comprenions clairement que la distanciation sociale et le lavage des mains seront la clé. Ce ne sera pas avec des respirateurs de réanimation ou avec des infrastructures hyper chères qu'on va freiner la progression de la maladie. On pourra peut-être en atténuer les effets. C'est avec notre réaction individuelle et collective que nous pourrons arrêter la propagation de cette épidémie. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir permis qu'à l'occasion d'un programme d'aussi grande écoute, nous puissions dire aux citoyens, nous puissions dire aux personnes qui vivent dans notre pays que c'est un effort collectif, c'est d'un effort collectif que nous avons besoin et que nous devons prendre nos responsabilités individuelles. Je vous remercie. Merci, professeur Eugène Sobgui. C'est aussi la responsabilité sociale et citoyenne d'Equinox Télévision de vous donner la parole afin d'appeler les Camerounais à respecter ces mesures d'hygiène et à prendre conscience des dangers auxquels ils sont exposés. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Marcel Simon, d'être venu sur ce plateau. Merci également à Edmond Kambia d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, messieurs, Martin Ombazing et Maître Roland Guiou, et le professeur Eugène Sobgui, qui est le vice-président du Conseil scientifique des urgences sanitaires de santé publique, qui était également en direct de Yaoundé via Skype, qui a participé à ce débat. Merci, professeur, pour vos éclairages et vos explications sur le plan scientifique et sur le plan social. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.